Bien, bonjour, moi je m'appelle Fabrice Gemont, je vous parle d'ailleurs actuellement des Adirondacks, tout au nord de New York, sur le lac Champlain. Je suis basé aux États-Unis depuis plus de 20 ans, je suis chercheur affilié à la FMSH et j'enseigne aussi à New York University et je parle souvent de mes centres d'intérêt de recherche qui sont bien sûr la philanthropie et l'éducation, le lien entre les deux. C'est quelque chose qui m'intéresse déjà depuis que je suis arrivé dans ce pays où forcément les mécènes sont partout, les donateurs sont partout. Et j'ai trouvé ça très intriguant d'en faire un sujet de recherche que j'ai fait donc pour ma thèse de doctorat à New York University. Et de là est né le livre Partenaires inégaux, publié d'ailleurs d'abord en anglais, puis ensuite en français par les éditions de la Sciences de l'Homme. Y a-t-il déjà une tradition de philanthropie en Chine? Alors, historiquement, oui, la Chine a une très, très ancienne tradition de générosité, ça remonte à des millénaires. Et bien sûr, c'est une tradition qui a stagné après 1949, en tout cas dans les premières années de la République populaire, avec bien sûr tout ce qui était nationalisation des actifs, toute organisation étrangère était interdite dans le pays. Bref, enfin, c'était l'idée que l'État socialiste devait pourvoir aux besoins sociaux, donc d'une certaine manière en décourageant toutes les initiatives privées. Donc ça, c'est une des choses à savoir. L'autre chose, c'est que peut-être un des aspects finalement assez méconnus du capitalisme chinois, c'est que finalement il y a une relative absence de la philanthropie privée de la part des classes aisées et surtout envers les plus modestes. Donc ça c'est en tout cas quelque chose qui a changé. C'est une chose qui date, qui plus récemment, avec bien sûr le développement du capitalisme chinois, voilà, chinoise, est en train d'évoluer avec, comme on pourra en parler après tout à l'heure, avec des grands mécènes. Mais en tout cas, les fondements philosophiques de la tradition philanthropique chinoise sont en tout cas à trouver dans la pensée confucéenne, avec un humanisme fondé sur des valeurs, la bonté, la droiture, la loyauté, surtout euh, en visant à atteindre cette harmonie sociétale. C'est ce que j'avais découvert en allant à Pékin l'année dernière, suite à une invitation d'ailleurs du Centre de la philanthropie chinoise. Et c'est toujours cette notion d'harmonie qui est recherchée et qui est au sein de la société chinoise, mais bien sûr aussi au sein de la philanthropie chinoise. On peut bien sûr y ajouter la gratitude qu'éprouvent les bénéficiaires de la modernisation économique. Donc c'est une obligation aussi pour eux, une obligation morale de redonner à autrui une part de leur succès. Alors, voilà, ça fait un peu écho à la philanthropie américaine, à la norme du give back, qui est très fréquente ici aux États-Unis, dont je vous parle. Quels sont les objectifs d'hommes d'affaires comme le PDG d'Alibaba? Ouais, et bon, il y a énormément de personnalités comme Jack Ma, hein, qui s'intéressent depuis longtemps et qui donne de l'argent, c'est une générosité volontaire, privée, en faveur du bien public. Mais c'est souvent dans la discrétion, dans l'anonymat. C'est jamais. En fait, ce qui est nouveau en ce moment avec Jack Ma et d'autres, non seulement c'est l'ampleur de sa fortune, hein, c'est sa première fortune du pays, 21e fortune mondiale, avec 43 milliards de dollars. Donc c'est un peu l'icône de l'entrepreneur parti de zéro, qui combine en plus à cette fortune, cette habilité à créer l'attention médiatique. Donc pour moi, comme pour mon co-auteur, Charles Sallen et moi, on a écrit là-dessus récemment dans The Conversation, on essaie de montrer qu'on est à un tournant décisif de l'histoire de la philanthropie chinoise. Voilà. Et là, Jack Ma, c'est un petit peu le premier exemple d'une philanthropie qui se lance au secours du monde avec d'autres fondations et d'autres donateurs de Chine, mais qui viennent, d'ailleurs en raison
du coronavirus, d'ailleurs, qui viennent un petit peu sortir de Chine, partir à l'étranger pour faire des dons privés, pour lutter contre la propagation du virus, voilà, pour essayer de venir en aide au monde en donnant des masques ou du matériel sanitaire et des choses comme ça. Donc ça se traduit aussi en dollars et en yuan plutôt, avec des milliards de yuan donnés par des entreprises ou des mécènes chinois. On a plusieurs exemples, dont Tencent Holdings, c'est pareil. Tencent et c'est Charles Yidan, le fondateur de Tencent, c'est pareil, ce sont des milliards de dollars qui sont maintenant déboursés au travers le monde, dans les pays en développement, mais aussi en Europe et en Amérique d'ailleurs. C'est intéressant de voir que Jack Ma a envoyé des millions de tests, de kits de tests et de masques aux États-Unis il y a quelques mois, en mars à peu près, à l'époque où il n'y en avait pas aux États-Unis. Du coup, on voit ces philanthropes chinois venir en aide à l'Amérique, ce qui est quand même, on se retrouve de l'autre côté de ce qu'on connaissait. Vers quelle grande cause et vers quel pays se tournent les philanthropes chinois? Ce qu'il faut savoir sur les grandes causes qui motivent les philanthropes chinois, déjà, savoir que le magazine Forbes, qui s'amuse à faire des recensements des grandes fortunes mondiales, a recensé près de 100 donateurs chinois qui ont donné plus de 19 milliards de yuan. Donc ça représente 2,8 milliards de dollars chacun. Donc ça, c'est déjà important de comprendre le volume, le nombre de richesses, de fortunes chinoises qui maintenant déboulent sur la planète avec une ambition caritative. Donc ça, après, les dons, en général, sont principalement orientés vers l'éducation et vers la lutte contre la pauvreté. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a montré quand je suis allé à Pékin. J'avais fait des visites de fondations et d'institutions soutenues par les fondations chinoises. Et c'était à la fois une école dans une banlieue défavorisée à laquelle on venait soutenir des enfants migrants. D'ailleurs, par enfants migrants, on entend tous ces enfants qui quittent leur province avec leur famille pour aller travailler à la ville. Un système très complexe en Chine à ce sujet, mais quand on quitte sa province, on quitte aussi sa place à l'école et on se retrouve finalement perdu dans un système. Et là, les fondations essaient de répondre à ce manquement, à ce problème. Et bien sûr, l'éducation. Jack Ma, d'ailleurs, était lui-même un prof. Il a quitté son métier de prof pour se mettre à vendre des choses, à créer un site web et à vendre des choses sur Internet. Et du coup, aujourd'hui, il a annoncé sa retraite et il est en train de dédier son temps et sa fortune à l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'aujourd'hui, en gros, environ 50% des dons sont vers l'éducation et justement cette lutte contre la pauvreté. Voilà. Puis aujourd'hui, on peut parler aussi de cette appétence pour la santé et l'aide à la santé dans le monde, dans tous les pays du monde d'ailleurs. Cette philanthropie est-elle toujours liée au manquement des États? Pour ce qui est des manquements à l'État, disons que c'est une philanthropie qui est encouragée maintenant, qu'elle n'était pas nécessairement avant. Il est clair qu'il y a des manquements qui sont liés à l'ouverture de la Chine à l'économie de marché, déjà sous Deng Xiaoping, mais aussi cette croissance fulgurante a eu des effets secondaires, comme le creusement des inégalités, et c'est bien sûr un peu là aussi que les premières fondations privées ont bourgeonné dans les années 80-90 pour essayer d'enrayer ce processus et seconder l'État dans ses dépenses sociales. Donc il faut quand même attendre la fin des années 90 pour que deviennent compatibles la philanthropie et le socialisme, hein, que ces deux-là puissent s'entendre. Et après, bon, de là est née une véritable renaissance, en tout cas de l'esprit philanthropique privé dans ce pays. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un renouveau, d'une activité philanthropique millénaire.
Mais c'est un tournant, à mon avis, décisif de cette histoire de la philanthropie chinoise. Derrière la philanthropie, y a-t-il une sorte de soft power, de jeu d'influence? Est-ce une autre manière de faire de la politique? La philanthropie a, depuis plus d'un siècle d'ailleurs, toujours servi de soft power pour les pays qui la pratiquent. Et bien sûr, je suis basé aux États-Unis et j'ai écrit 2 livres là-dessus, sur la philanthropie américaine. Et à tout temps, ça a toujours été un petit peu étudié comme étant le bras doux du gouvernement américain. Et forcément, il y a des tas d'exemples comme ça historiques qui abondent pendant la guerre froide, où il s'agissait pour l'Occident de lutter contre le marxisme, par exemple. Et on peut parler de la FMSH d'ailleurs à ce sujet, puisqu'elle a été finalement créée par la fondation Ford à l'époque pour lutter contre les penseurs marxistes et l'idéologie marxiste. C'est un petit peu les fondements de la FMSH, mais en tout cas, c'est le monde aujourd'hui, le monde en développement, c'est une vaste zone où s'exercent toutes ces influences philanthropiques multiples. Hein. On en trouve beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr, qui invoquent la poursuite des objectifs du développement durable de l'ONU. Mais on voit aussi, avec la Chine, surtout pendant cette crise du virus, on sent qu'elle est là pour aussi booster son image de grand responsable mondial. Et on parle même d'une diplomatie des masques en parlant de ce que font les Chinois aujourd'hui. Hein. C'est une manière, comment dirais-je, ce sont des pratiques diplomatiques qui existent déjà depuis très longtemps, qui sont aujourd'hui appliquées par la Chine et qui lui offrent aussi une chance de se racheter par rapport à la mauvaise image qu'elle peut avoir dans certains pays, sur certains continents. En tout cas, c'est clairement une influence et qui marche, je pense, parce que je crois qu'énormément de pays sont très contents de recevoir en ce moment tout ce soutien, ces masques, ce matériel sanitaire et autres. Et même en Europe d'ailleurs, il y a plusieurs pays européens qui en sont bénéficiaires. Donc je crois que voilà, c'est difficile de savoir si cette influence sera néfaste ou autre. Ça, le temps nous dira, mais on peut vraiment parler d'une influence réelle aujourd'hui de cette philanthropie chinoise qui accompagne le gouvernement chinois dans sa mission. La philanthropie chinoise est-elle toujours le fait d'individus qui mènent des projets solitaires ou se structure-t-elle? Bon, déjà, c'est la multiplication des philanthropes chinois qui est directement liée au rythme d'apparition des grandes fortunes. Hein. Ça, c'est sûr que je crois qu'en 2017, on recensait quelque chose comme 350 milliardaires en Chine continentale, hein, ce qui était la deuxième concentration au monde après 580 milliardaires américains vivant aux États-Unis. Mais en gros, c'est aussi 2 nouveaux milliardaires chaque semaine qui arrivent de Chine. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs ayant bâti leur propre fortune, qui sont des grandes figures nationales aussi, qui souhaitent inspirer une nouvelle génération de philanthropes. Tout à l'heure, je parlais du docteur Charles Yidan, et lui, c'est le cofondateur de Tencent. Et il a quitté, voilà, il a quitté l'entreprise qu'il a fondée en 2013. Il a quitté pour être un des plus riches du pays. Et enfin, quand il a pris sa retraite, il est parti se consacrer à la promotion de l'éducation. Et notamment, il a créé ce prix, le prix Yidan, qui est un des grands prix, le plus richement doté d'ailleurs, qui vient récompenser un éducateur ou un chercheur en éducation. Donc, je crois que le prix est doté de 3 milliards, non, 3 millions, ouais, à peu près 4 millions de dollars. Alors, chaque année, un grand chercheur, un grand éducateur reçoit ce chèque de 4 millions de dollars
de M. Yidan pour ses travaux dans l'éducation, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose important. On parle bien sûr du prix Nobel, on parle bien sûr du prix MacArthur. On n'entend pas souvent parler du prix Yidan, mais ça reste un prix qui est tout aussi important, voire même plus richement doté que le Nobel ou le MacArthur. Après, est-ce que la philanthropie est-ce que cette philanthropie est structurée ou est-ce qu'elle est toujours le fait d'individus? Je pense qu'il y a beaucoup d'incitations fiscales déjà au mécénat qui ont été faites récemment. Il y a toute une loi qui a été créée. Quand j'étais à Pékin, on m'a expliqué que maintenant, la loi chinoise était pour inciter au don, mais aussi inciter à la création de fondations. Tout ça a été mis en place récemment et était très, très bien structuré. D'ailleurs, copiant ce que les États-Unis ont fait depuis déjà des années. C'est assez marrant de voir ce modèle de philanthropie se copier en Chine et d'ailleurs se développer après ensuite à la chinoise. Mais les particuliers peuvent par exemple déduire leurs dons dans la limite de 30% de leurs revenus imposables. Hein, et les entreprises, elles peuvent le faire jusqu'à 12% de leurs profits annuels. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, hein, sur la philanthropie chinoise. D'ailleurs, cherchant à accompagner la croissance du secteur et en former des cadres de ces nouvelles fondations. Hein. C'est pour ça que c'est ce que j'avais été visiter à Pékin et on me montrait qu'il y avait maintenant près de 7000 fondations en Chine créées depuis 2016 et donc un chiffre qui a quadruplé en une décennie en gros. En 2006, c'était le début de la première, pardon. En 2016, on est arrivé à 7000. Et donc, c'est incroyable de voir à quel point ce secteur se développe dans le. Voilà. C'est cette croissance-là qui, moi, me fait vraiment penser à ce on est arrivé à un tournant. D'ailleurs, le centre que j'ai visité s'appelait le China Global Philanthropy Institute, qui a été fondé par 5 philanthropes chinois et américains, dont Bill Gates, qui était allé à Pékin pour fonder ce centre. Et c'est l'objectif de ce centre, c'est de susciter un petit peu des émules en faisant émerger des philanthropes exemplaires et des dirigeants professionnels du secteur philanthropique, avec une visée nationale et internationale. Voilà. Et donc, pour y arriver, ce centre s'appuie sur des formations académiques, des accompagnements en bonne pratique, des voyages d'études, etc. Donc, c'est vraiment structuré et de plus en plus structuré pour répondre à votre question. La population participe-t-elle à la philanthropie chinoise? Alors, il y a presque plus d'1 milliard de Chinois utilisent Internet aujourd'hui pour faire des dons. Donc en 2015, c'est l'entreprise Tencent, le leader des services Internet et mobiles, qui avait lancé la journée de la philanthropie. C'est le 9 septembre, hein, c'est un événement annuel dédié au financement de projets caritatifs. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont déjà participé, ce qui a permis de sensibiliser à grande échelle l'opinion publique chinoise à la générosité en faveur des associations et des fondations. Donc, c'est une initiative internationale qui… aux États-Unis, on parle beaucoup du Giving Tuesday, c'est le premier mardi de décembre. Et tous les Américains se mettent à donner de l'argent ce jour-là pour soutenir toutes sortes de causes. Les organisations non lucratives lancent leur newsletter pour recevoir des dons. C'est un petit peu la même chose qui se passe en Chine aujourd'hui. Ce Giving Tuesday est même relayé en Chine. Y a-t-il des secteurs, des institutions qui dépendent désormais de cette générosité et quels problèmes cela pose-t-il? Alors, la grande Chine, incluant Hong Kong, est déjà la principale source de financement extérieur des universités américaines.
Alors, via des dons effectués par les anciens élèves, hein, les alumni. C'est loin devant les sources traditionnelles que sont le Royaume-Uni et le Canada. Donc, on voit déjà l'influence de ces dons sur les universités américaines. Et surtout en ce moment, avec ce qu'on entend de Donald Trump, les visas qui sont retirés sur les étudiants étrangers, notamment les Chinois, ça a une conséquence considérable sur les universités, le secteur universitaire tout entier. Alors, maintenant, voilà, c'est le cadre des tensions qui existent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Mais enfin, d'autre part, les fondations chinoises effectuent aussi déjà des dons internationaux, hein, surtout lors des catastrophes naturelles et sur tous les continents. Et il y a même une dizaine qui ont établi des bureaux, pilotent des projets à l'étranger, à partir de l'étranger. Donc, donc même si les grandes masses de la philanthropie chinoise sont contenues à l'intérieur du pays, enfin, tous les ingrédients sont là maintenant pour que cette philanthropie se projette à l'international et de manière exponentielle.